Bonjour à tous, je vais vous présenter mon sujet Ansible pour le cloud. Alors pourquoi je vous présente ce sujet? Ça fait 1 an que je bosse avec Ansible au quotidien et il m'a sauvé plein de fois. Enfin, c'est hyper agréable de travailler avec ce framework et du coup j'ai envie de vous transmettre cette passion de Ansible. Alors je vais commencer par vous expliquer ce que c'est qu'Ansible. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens ici qui l'utilisent déjà au quotidien. Levez la main si c'est déjà le cas. Donc, pas grand monde. Donc ça tombe bien, je vais commencer par expliquer ce que c'est qu'Ansible. Donc Ansible, c'est un framework d'automatisation de tâches, tout simplement. Pour ceux qui connaissent d'autres frameworks comme Puppet ou Chef, c'est un peu le même esprit. Ça nous permet d'automatiser des tâches de manière assez neutre. Quel est le gros avantage d'Ansible par rapport aux autres frameworks? C'est que Ansible est simple. Donc dans tous les meet-ups que j'ai pu faire à Londres ou à Paris, c'est ce qui revenait le plus souvent de la part des utilisateurs, c'est Ansible est simple. Ça peut paraître un petit peu simpliste comme idée, mais au final c'est très puissant d'avoir un code simple, puisqu'il sera plus facilement maintenu, plus facilement améliorable et plus facilement compréhensible. Donc le gros argument d'Ansible, c'est que c'est simple. D'ailleurs, leur motto, c'est Ansible is radically simple. Du coup, je commence avec une petite citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui se prête bien. C'est: la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Donc c'est un peu l'esprit qu'on va retrouver avec Ansible. C'est que ça va être très très léger et c'est ce qui fait sa force. Au risque de me répéter beaucoup de fois. Alors comment marche Ansible? Ça va être des commandes SSH qui sont lancées depuis votre serveur en local jusqu'au serveur en remote. Donc les modules Ansible sont traduits en commandes SSH et sont exécutés une après l'autre. Et donc l'avantage par rapport à Puppet, c'est qu'il n'y a pas Ansible à installer sur les serveurs où on veut exécuter notre script. Il y a beaucoup de modules de base pour créer ces commandes SSH. Donc par exemple, il y a le module de base apt qui va nous permettre, vous le comprenez, de lancer des installations. Il y a d'autres modules comme template qui va faire du templating de vos fichiers. Donc par exemple pour des confs de serveurs web. Vous pouvez aussi exécuter des commandes bash. Et il y a des modules un peu plus complexes, par exemple pour gérer des bases de données, où ça va vous permettre de créer des utilisateurs, créer des bases de données. Et souvent, ils ne dépendent pas de l'OS. Donc que ce soit du Debian ou du CentOS, vous n'aurez pas à changer de code. Donc ça peut être vraiment utile dans certains cas, quand vous avez à migrer vos projets. Comment on écrit du Ansible? Ansible, on l'écrit avec du YAML et les templates en Jinja. Donc ça va être que des fichiers de conf en YAML. Un script Ansible. Donc l'architecture va ressembler à ça. Il y aura un fichier qui s'appelle playbook.yaml ou d'autres noms, mais l'idée il y a un fichier qui commande tout le script, donc c'est là où il y aura les informations les plus hauts niveaux. Ensuite, on définit les variables dans un dossier vars. Il y a un dossier role qui va comporter la description plus précise de ce qu'on va faire, et un dossier host où on décrira les serveurs qui veulent être visés par nos scripts. On va aller voir comment est constitué un playbook. Donc, on commence avec le nom du playbook. Ensuite, il y a les hosts qui sont visés par ce playbook. Donc là, par exemple, on met tous nos serveurs seront visés par ce playbook, mais on peut préciser certains serveurs. Ensuite, dans le playbook, on va dire où sont les fichiers de variables, pour qu'ils puissent les trouver. On peut spécifier ou non si nos commandes SSH sur le serveur distant seront en sudo ou pas.
Des fois, on n'a pas les droits, donc on peut pas faire ça. Mais si on a les droits, le mieux, c'est de pouvoir dire que oui, on peut utiliser sudo, ce qui nous permettra de pouvoir faire les commandes en sudo sur la machine distante. Et ensuite, on lui décrit tous les rôles dont on va avoir besoin dans notre playbook. Donc ici, c'est un playbook qui va configurer une machine Debian pour accueillir des projets Symfony. Donc on a un premier rôle common qui va faire quelques réglages d'utilisateur, genre créer l'utilisateur wdata ou toutes les petites customisations que vous avez besoin sur votre serveur. Ensuite, on rajoute MySQL, on rajoute Nginx avec une conf pour Symfony, on rajoute PHP, Composer et quelques rôles de sécurité. Donc ça, voilà un peu le centre de commandement d'un script Ansible, et c'est assez simple. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Ensuite, donc on a vu le playbook, et l'autre partie la plus intéressante, ça va être les rôles. Donc qu'est-ce qu'un rôle ? Un rôle, c'est un dossier qui va comporter des informations pour installer un rôle en particulier. Donc par exemple ici, il va s'occuper d'installer MySQL sur la machine. Donc tout ce qui concerne MySQL, donc création de base de données, les utilisateurs et tout ça, on le fera dans ce rôle. Comme ça, on regroupe et on peut retrouver facilement quelle partie du script a fait quoi. Alors un rôle, donc dans le dossier rôle, on va avoir du coup la liste de nos rôles. Donc là, par exemple, le rôle MySQL. Un rôle va être constitué de plusieurs sous-répertoires, là encore. Le répertoire défaut va comporter les variables spécifiques à ce rôle, qui seront écrasées par nos variables de plus haut niveau si besoin. Il va comporter des handlers. Les handlers, c'est des tâches qui vont être effectuées après certaines autres tâches. Par exemple, redémarrer un service. Et ensuite, le dossier task qui comprendra toutes les tâches à effectuer par Ansible. Et un dossier template qui nous permettra de mettre tous nos templates. On va aller voir de quoi est constituée une tâche. Alors une tâche Ansible, c'est très simple. Dans sa version la plus simple, c'est un nom et un module avec quelques arguments. Donc là, par exemple, pour installer Nginx, on lui spécifie un nom, d'ailleurs c'est optionnel, et on utilise le module de base apt. On lui dit qu'est-ce qu'il doit installer, donc la Nginx, et quelle version, la dernière. Donc voilà, donc ça, si vous renez votre script Ansible, il va vous installer la dernière version de Nginx. Il y a bien sûr possibilité de complexifier un petit peu ces tâches. Donc là, par exemple, c'est une tâche qui rajoute wdata au groupe de sudoer. Et on peut rajouter une tâche, une condition. Donc là, on le fait uniquement quand on est sur notre Vagrant. Et donc avec le mot-clé when, on définit n'importe quelle condition. Ensuite, il y a les handlers, comme on a vu un petit peu tout à l'heure. Donc une tâche, donc là par exemple, on va enlever une conf web et on va lui dire de redémarrer Nginx. Donc avec le mot-clé notify, on va appeler le handler reload Nginx. Et dans les handlers, on nomme le handler comme celui qu'on a appelé et on spécifie ce qu'il doit faire. Donc ces handlers sont appelés à la fin de toutes les tâches du rôle et permettent généralement de redémarrer les services. Ensuite, on définit les variables. Donc les variables, il y a 2 endroits pour les définir. Enfin 3, on verra un peu plus tard le 3e. Il y a dans les hosts, à ce niveau-là. Donc ça, c'est les variables de haut niveau qui vont s'appliquer à tout le playbook. Et il y a des variables au niveau des rôles qui s'appliqueront qu'au niveau des rôles. Donc ce qui se fait souvent, c'est que par exemple les rôles viennent avec plein de variables paramétrisables et on les override au niveau du playbook. Comment on définit ces variables? Donc on a dit que c'était en YAML toujours. Donc on écrit la liste de nos variables dans un fichier.
Donc par exemple là, le chemin de php-conf ou une liste de packages PHP installés qu'on va ensuite retrouver, qu'on va pouvoir appeler dans nos tâches aux endroits où il nous faut. Donc voilà, on appelle nos variables de cette manière. Et on peut aussi itérer sur les variables. Et dans ces cas-là, le mot-clé item comprendra le nom de nos packages PHP. Ensuite, dans un rôle, on peut utiliser des templates. Donc là, la tâche, c'est le module template. Donc on va lui dire où prendre le template et où le mettre sur le serveur distant. Et on peut rajouter une petite notification pour appeler un handler. Donc voilà, donc ça c'est des trucs très classiques. Et donc un template, donc c'est comme Twig, donc c'est du Jinja 2. Et vous pouvez pareil appeler vos variables et même mettre des conditions. Donc ça peut être très utile. Et donc votre template sera là où vous l'avez mis dans votre tâche à destination. Donc voilà, ça c'était une présentation assez rapide de Ansible. Donc maintenant vous savez tous comment faire un script Ansible. Maintenant je vais revenir un peu sur le sujet, c'est-à-dire Ansible avec le cloud. Donc premièrement, je me suis posé la question qu'est-ce que le cloud? Je pensais que c'était assez clair pour moi et en fait je m'ai vu que tout le monde n'avait pas la même définition. Donc c'était assez marrant. J'ai fait un petit sondage et j'ai eu des réponses assez marrantes. Par exemple, on m'a dit que c'était une invention commerciale, enfin un complot par les commerciaux pour faire payer plus cher des serveurs. Donc c'était assez marrant. J'ai eu aussi, c'est un mot fourre-tout pompeux qui ne veut rien dire. Donc voilà, c'était assez marrant. Et du coup, pour clore le débat, je suis allé sur Wikipédia et voilà, je me suis dit que vous attendrez du cloud, on parle des IaaS, des PaaS et autres SaaS. Du coup, je vais pas vous parler de Ansible pour les PaaS et les SaaS. On va se concentrer sur les infrastructures. Et on va voir comment on peut utiliser Ansible pour gérer tout ça. Alors, il faut savoir que Ansible a plein de modules natifs pour parler directement avec les gros acteurs du cloud, donc Rackspace, Amazon, Microsoft, OpenStack, Google Compute Engine, DigitalOcean, il y en a d'autres. Donc, on va pouvoir utiliser directement dans nos fichiers YAML des modules Ansible pour parler avec ces gros hébergeurs du cloud. Donc par exemple là, une petite tâche Ansible. Donc bon, il n'y a pas de nom, mais donc ça va être le module EC2 qui va nous permettre de créer 3 VM Ubuntu. Donc vous voyez, ça reste assez simple comme description. Donc on utilise la tâche Ansible et en mettant les bons paramètres, ça va nous permettre de créer 3 VM comme ça sur le cloud. Il y a beaucoup de les modules sont assez diversifiés. Vous pouvez aller voir sur la doc, elle est assez bien faite. Par exemple, là pour OpenStack, on peut assigner une IP flottante à une instance. Donc pareil, en utilisant un module de base de Ansible et quelques options, on arrive à faire le job. J'avais pas parlé du répertoire host tout à l'heure. Donc l'avantage d'Ansible, c'est qu'on va pouvoir gérer de nombreux serveurs et on va les définir dans ce répertoire-là. Donc ces fichiers où on va décrire les relations, enfin nos serveurs, c'est ce qu'on appelle des inventaires. Et ces inventaires vont nous permettre de faire des groupes de serveurs. Donc par exemple, donc là j'ai pris des exemples géographiques. Vous allez pouvoir mettre tous vos serveurs de Paris sous un nom de groupe. Et ensuite, vous pouvez faire des groupes de groupes. Donc ça s'imbrique. Et donc par exemple, la France, c'est les groupes de Bretagne et de Paris. Donc de cette manière-là, vous pouvez décrire spécifier, cloisonner vos serveurs entre eux et pouvoir les appeler rapidement. Une autre fonctionnalité assez sympa d'Ansible, c'est qu'on va pouvoir déclarer des variables en fonction du groupe ou du groupe de serveurs.
Et donc là, par exemple, pour les serveurs de Bretagne, on va pouvoir spécifier deux variables qui seront utilisées dans nos tâches par la suite. Ansible Vault, donc là, par exemple, j'ai mis le mot de passe de MySQL en clair. C'est pas forcément top, ou ça peut être bien de protéger ça. Donc il y a Ansible Vault, ça permet de chiffrer vos fichiers de conf les plus critiques et au moment de lancer vos scripts, il va chercher le mot de passe pour pouvoir déchiffrer tout ça. Maintenant, un petit cas concret, Heartbleed. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont à gérer leur serveur sur vos projets. Et donc, Heartbleed, donc une faille 0day. Donc, on se remet dans le contexte. On sait qu'il y a une grosse faille. Il faut la corriger rapidement parce qu'elle est hyper critique. Et là, qu'est-ce qu'on utilise? Donc, il y a plein de solutions. Mais pourquoi utiliser Ansible? C'est qu'on va pouvoir réutiliser nos groupes de serveurs qu'on a définis avant. Et on va simplement, donc en un petit fichier, on va pouvoir mettre à jour tous nos serveurs et voilà, ça sera fait. Donc plutôt que de se prendre la tête à faire des scripts bash, à avoir un petit doute sur est-ce que ça va bien se passer, on peut utiliser, créer un playbook en live pour corriger cette faille et du coup réparer tous nos serveurs comme ça. Un autre avantage de Ansible, c'est la présence de Ansible Tower. Donc c'est un soft payant de l'entreprise Ansible qui offre une interface graphique pour gérer tous ces playbooks, tous ces scripts. Et ça permet de voir un état de quel script a fonctionné, quel script est en cours, est-ce qu'il y a des serveurs qui ne sont pas atteignables, est-ce qu'il y a des playbooks qui ont échoué. Donc ça permet d'avoir c'est un bon tableau de bord pour gérer tous ces scripts. Donc si vous êtes intéressé, là pareil, allez sur la documentation, ils vendent mieux Ansible Tower que moi. Oui, DevOps et Ansible. Donc on associe beaucoup Ansible avec le DevOps. Donc dans les différents meet-up, c'est souvent les deux thèmes sont très liés. Donc je voulais en reparler un petit peu. Tout d'abord, une définition du DevOps, parce qu'il y a plein de définitions, et j'en ai retrouvé une qui me plaît bien. Donc c'est traduit de l'anglais dans un français un petit peu bizarre, mais ça donne le DevOps, c'est l'amélioration continue du flux de développement en production, et non quelques outils spécifiques. Donc ce que j'ai bien aimé dans cette définition, c'est qu'il met l'accent sur l'amélioration continue, et il pointe le fait que ce n'est pas des outils spécifiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce n'est pas parce que vous allez utiliser Ansible, qui est un outil pour faire du DevOps, que vous allez faire du DevOps. L'important, c'est de faire de l'amélioration continue, c'est-à-dire augmenter votre vitesse de développement, votre qualité de développement. Donc, c'est ça le plus important. Et il faut vraiment le garder à l'esprit que le DevOps, c'est ça, c'est s'améliorer pour aller de plus en plus vite et fournir de la meilleure qualité depuis le début du développement jusqu'à la mise en prod. Et le maintien en bonne santé de cette production. Alors il y a 3 niveaux pour faire du DevOps. Le premier, c'est la communication. S'il n'y a aucune communication entre les devs et les ops, ça donne la catastrophe. Ensuite, il y a beaucoup d'incompréhension généralement entre les développeurs et les ops. Donc les développeurs veulent les dernières versions absolument pour aller plus vite, pour faire des choses plus jolies. Et les ops veulent être sûrs que ce qu'on va utiliser, c'est maintenable, c'est stable, ça a été certifié, il n'y a pas de faille de sécurité. Donc généralement, ils ne vont pas utiliser la dernière version de Node du mois dernier. Donc ils veulent de la stabilité. Donc il y a une incompréhension entre les deux. Et l'idée du DevOps, c'est d'essayer de faire parler ces deux mondes ensemble. Une fois que les gens sont compris, pour revenir à la définition, il faut vraiment essayer de mettre en place l'amélioration continue. Donc c'est pas parce que les gens se sont compris qu'ils vont travailler ensemble. Donc ça, moi je le vois dans mon boulot, des fois, oui, les gens ont compris, oui, je comprends que tu veux la dernière version, mais c'est pas pour ça que ça va être mis en place, parce qu'on a un petit peu peur d'échouer, on a un petit peu peur de faire n'importe quoi, et
et donc, je pense que c'est important de se maintenir à l'esprit que le DevOps, c'est vraiment essayer de faire des expériences et de vraiment vouloir travailler ensemble, que ce soit les devs, les ops. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce tweet ou cette conférence. Donc, l'idée, c'est qu'on parle souvent des devs et des ops, mais pour certaines grosses organisations, il y a une autre catégorie de gens qu'on appelle les gens de la sécurité. Et généralement, quand on fait du DevOps, c'est les devs et les ops qui travaillent ensemble, et les gens de la sécurité sont un peu laissés de côté. Et tout d'un coup, ils se ramènent et ils disent ah mais la sécurité dans tout ça. Et c'est vrai que c'est pas dans les principes DevOps qu'on entend tous les jours qu'on parle pas beaucoup de sécurité, et ça c'est important de les mettre dans la boucle directement. Et même dans des grandes organisations, il faut même rajouter les architectes. Si vous travaillez sur des projets colossaux, il y aura même une autre catégorie de personnes, les architectes, qui vont dire un petit peu à tout le monde comment doivent être les choses. Et si vous ne les écoutez pas, ou si ce n'est pas fait de la bonne manière, ça va ralentir votre mise en production. Donc le DevOps, c'est des devs, des ops, mais il ne faut pas oublier la sécurité et les architectes. Donc cette petite aparté pour revenir à comment j'utilise Ansible le plus au quotidien, c'est pour configurer des serveurs. Donc le provisioning automatique de serveurs, qui est un bon moyen de faire du DevOps, et DevOps ArcSec pour le nom complet. Alors quel est le problème? Donc le problème, je pense que vous le connaissez tous, c'est qu'on a besoin de développer en local et sur les autres environnements avec les mêmes configurations de serveurs. Donc on a il faut être le plus proche possible en développement de la prod. Et de la même manière, il faut que tous les environnements se ressemblent le plus que possible. Le problème, c'est que ça fait vite beaucoup de machines. Et c'est là que intervient Ansible. Donc, vu que vous allez pouvoir gérer vous pouvez configurer facilement quel serveur va où lancer vos scripts, Ansible va pouvoir vous être vachement utile sur cette problématique du provisioning. Et un des points que j'ai pas parlé d'Ansible, c'est qu'il est idempotent. Donc si vous lancez 2 fois le même script et que vous l'avez bien fait, normalement, la deuxième fois, il ne modifie rien. Donc c'est un des trucs très importants quand on fait du DevOps. S'assurer que quand on rerun les scripts, tout est vert, il n'y a pas de changement. Donc on est sûr que tout va bien. Vagrant et Ansible, il y a les Vagrant files, Ansible et Vagrant se parlent bien, donc il y a les dernières fonctionnalités d'Ansible et de Vagrant sont bien disponibles. Et donc un petit exemple de configuration dans un Vagrant file. Donc on lui dit quel playbook utiliser, donc là c'est quel groupe de serveurs on va utiliser, donc le groupe Vagrant par exemple, et plus spécifiquement, donc là on lui spécifie quel fichier d'inventaire on va utiliser, et le verbose pour pouvoir débugger au cas où, souvent utile en local. Maintenant, je vais vous parler un peu de Docker. Alors, qui utilise vraiment Docker au quotidien dans la salle? Donc, à peu près la moitié. Donc, Docker, c'est un outil qui arrive vraiment en force. Il est vraiment populaire. Tout le monde en parle. Et à juste titre. Et donc là, je vais vous expliquer comment Ansible et Docker peuvent fonctionner ensemble. Donc, tout d'abord, Docker a besoin quand même d'un serveur hôte pour exister, et ce serveur hôte, il faut le gérer. Donc il y aura ça peut être un peu de sécurité, ça peut être tout bêtement installer Docker dessus, et tout ça, soit vous le faites en script bash, mais c'est pareil, ça peut vite devenir pas très joli, ou alors vous utilisez Ansible, puisque au final c'est fait pour ça. Donc vous ne configurez pas entièrement vos VM, vous utilisez juste Ansible pour configurer les serveurs qui vont accueillir les Docker.
Donc les playbooks, ça peut être très simple, ça peut être installer Docker, fermer quelques ports et voilà. Ensuite, Ansible peut aussi vous servir pour gérer les containers. Une fois qu'ils sont sur la machine host, il faut les relancer, les arrêter, et tout ça, ça peut pas être fait par Docker. Encore une fois, on peut le faire en script bash, mais utiliser Ansible, ça peut être très intéressant pour automatiser tout ça, justement. Et ça tombe bien parce que ils veulent vraiment suivre l'évolution de Docker et du coup ils développent beaucoup de modules natifs pour justement gérer ces conteneurs. Donc là par exemple avec le module de base Docker, on va pouvoir lancer une image BusyBox avec sur le volume avec le volume data pardon. Et voilà. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que Ansible est vraiment a vraiment dans l'idée d'aider à l'automatisation de scripts pour gérer des conteneurs. Donc évidemment, tout ça c'est fait, c'est automatisable. Donc c'est toujours pareil, on fait des groupes de serveurs. Et si vous avez, je sais pas, 1000 instances Docker réparties sur 100 serveurs, je dis un peu n'importe quoi, Ansible va vraiment pouvoir vous servir. Ou même si vous en avez que 5-6, ça sera toujours mieux que des scripts bash, généralement. Un autre point, c'est les Dockerfiles. Alors, souvent, il y a beaucoup d'images sur Docker Hub. Mais l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas trop d'où ils viennent, qui les a fait et si on peut compter sur eux. Donc si vous avez, et normalement vous devez en avoir, quelques contraintes de sécurité ou faire gaffe, normalement les meilleures pratiques, c'est de partir de sources vraiment sûres. Et les sources officielles, il y en a pas tant que ça. Et du coup, si vous partez de les versions officielles, vous avez beaucoup de choses à relancer. Donc il y a beaucoup de Dockerfiles qui sont assez énormes quand ils font ça. Et au final, ça revient à faire du provisioning avec des scripts bash. Et c'est pas très joli. Donc une des solutions pour des conteneurs compliqués, hein, si le service de votre conteneur est vraiment très simple, c'est complètement overkill. Mais pour un conteneur vraiment complexe, si vous voulez vraiment être sûr dans quel état il se trouve, vous pouvez utiliser Ansible. Donc là, ce que fait ce Dockerfile, c'est qu'on copie un script Ansible dans le conteneur, on installe Ansible et on run Ansible en local dans le conteneur et après on a notre conteneur de configurer. Je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais si vous l'êtes et si vous voulez essayer un petit peu par vous-même pour voir ce que ça fait, ce que ça donne, ce qui est toujours une bonne idée. Il y a ce qu'on appelle Ansible Galaxy, c'est un peu le Docker Hub ou c'est The Packagist, c'est pareil. On va retrouver plein de rôles Ansible que vous allez pouvoir utiliser. Donc ça a deux avantages. Des fois, vous allez pouvoir trouver des rôles tout faits qui correspondent à vos problèmes. Et l'autre avantage, c'est que vous allez pouvoir voir comment sont faits des rôles. Et il y a quelques notes, donc vous allez pouvoir vous en inspirer, voir comment font les autres et forquer ça si ça vous le souhaite. Si vous faites du Symfony, nous, chez Theodo, on travaille beaucoup avec Symfony et du coup, on a beaucoup bossé pour faire du provisioning Ansible pour Symfony. Donc récemment, on a lancé une petite organisation sur GitHub qui s'appelle Fansible et on y a mis nos scripts pour lancer facilement un provisioning Ansible sur des VM pour pouvoir hoster des applications Symfony. Donc ça se fait assez simplement. On l'a mis avec Composer, donc il y a un require à faire. Vous installez ça, quelques fichiers à copier et un vagrant up et vous aurez un exemple de comment ça fonctionne, si vous êtes curieux. Et si vous avez envie de le faire pour d'autres, je sais pas, pour des fichiers Zend ou Laravel, on sera hyper content de bosser avec vous là-dessus.
Petit feedback sur Ansible. Moi personnellement et généralement les devs purs aiment beaucoup Ansible. Donc ça c'est un gros atout. Les sysadmins un petit peu moins. Bon, c'est un peu en train de changer, mais ils préfèrent, enfin, vu que c'est quand même relativement récent à l'échelle d'un ops, ils sont moins friands. Du coup, je me suis mis à devenir un DevOps parce que j'en fais beaucoup depuis un an et c'est vraiment sympa. Et l'autre point positif, enfin, c'est complètement subjectif, mais je trouve que Ansible est assez facile à apprendre. Donc, pour l'historique, moi j'avais commencé avec Puppet et c'était un peu plus compliqué pour s'en sortir. Et maintenant, c'est vraiment simple. Et chez nous, donc là, chez Théodo, il y a une grosse majorité des devs qui sont mis vraiment à l'utiliser au quotidien, Ansible, et ça réconcilie un petit peu avec à faire un peu de sysadmin, parce que c'est vrai que c'est pas forcément le métier de base des développeurs, mais c'est bien d'en faire un petit peu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Hello. Petite question, est-ce que ça a un intérêt de faire le provisionnement d'une Vagrant depuis Vagrant plutôt que de faire le lancement de Vagrant et le provisionnement depuis l'extérieur? Alors, c'est ce que je disais au début, c'est qu'Ansible se lance depuis l'extérieur. Du coup, ton script Ansible sera lancé depuis, pas dans ta Vagrant, mais à l'extérieur de ta Vagrant, et configurera comme si ta Vagrant était un serveur distant. Je parle d'utiliser Ansible comme méthode de provision pour Vagrant. Parce qu'il est possible, donc dans la Vagrant file, de configurer une méthode de provision en script shell ou par exemple de l'Ansible. Mais est-ce que ça a un intérêt de passer par ça plutôt que de tout faire depuis l'extérieur? Je parle pas de l'extérieur d'Ansible ou de la machine, mais de l'extérieur de Vagrant. Est-ce que c'est clair? Je suis pas sûr. Quel est l'intérêt de mettre le composant dans le Vagrant file? Y a pas. L'intérêt, c'est que ça va vous générer automatiquement un petit inventaire spécial Vagrant, et du coup, uniquement en faisant Vagrant up, il va savoir. Enfin, il va utiliser les bons users pour se connecter à la Vagrant et faire les calls SSH. L'autre possibilité, que je fais aussi régulièrement, c'est je lance ma Vagrant sans rien mettre dans le Vagrant file et je renseigne dans mon playbook les logins et les mots de passe SSH pour me connecter à ma Vagrant, et comme si elle était distante. Est-ce que c'était ça la question? C'était ça, oui. Ok, cool. Merci. Bonjour, merci pour ta présentation qui était très intéressante. Je voudrais juste revenir sur un petit point que tu as mis à la fin dans le feedback qui m'a un peu étonné, sur le fait que les devs aiment Ansible et que les sysadmins un peu moins. Et pourquoi est-ce que tu dis que les sysadmins aiment un peu moins Ansible Alors ça, c'est vraiment ce que moi enfin, c'est comme ça ce que je l'ai vu au quotidien un petit peu. Alors j'ai rencontré aussi des sysadmins qui étaient hyper contents. Mais enfin, c'est que j'ai eu un petit peu enfin, il y a eu. En fait, on va dire que tous les devs étaient contents. Et j'ai eu quelques sysadmins qui étaient beaucoup moins enthousiastes. Et puis sinon, ça faisait que des sourires sur mon slide. Ouais, non mais en fait, pour être complet, chez nous, les sysadmins ont vraiment choisi de partir sur du Ansible. Ils avaient un choix qui était complètement ouvert. On n'avait rien pour la prod, pour la Vagrant, on était déjà en Puppet et ils auraient très bien pu se dire on reprend déjà l'existant, on part sur du Ansible. Mais la plupart des sysadmins que j'ai rencontrés en fait, sont assez contents parce que finalement c'est du bash, mais organisé quoi. Ça reste du scripting, mais organisé et bien foutu pour pouvoir avoir des scripting en peu de temps. Donc c'est ça que je comprenais pas trop, mais en tout cas merci. Oui, t'as de la chance de bosser avec eux. Salut, merci pour le talk. Moi, je voudrais savoir comment les scripts Ansible s'organisaient dans le projet. Est-ce que les développeurs, quand ils
fabriquant leur projet, créaient aussi le provisioning Ansible qui était à 100% suffisant pour déployer des serveurs, ou est-ce qu'il y avait quand même, où les playbooks là, je découvre Ansible, où les playbooks étaient-ils situés? Est-ce qu'ils étaient dans le code, à côté du code du projet, ou alors à d'autres endroits gérés par d'autres gens? Alors ça dépendait des projets, et du coup c'était un peu pour ça que j'ai fait l'aparté DevOps. Ça dépend de comment vous organisez. Alors moi j'ai fait des projets où je gérais complètement tout. Enfin, je faisais mes playbooks, je faisais le métier d'Ops aussi. Donc du coup ça c'était forcément moi qui faisais tout. J'ai fait aussi des fois où je faisais aussi complètement les playbooks et on les donnait aux Ops qui regardaient si c'était OK, et si c'était OK, ils les lançaient et c'était bon. Eux, ils n'avaient pas trop de boulot à faire et du coup, ils étaient contents. Après, avec d'autres Ops, ils rajoutaient par exemple quelques rôles pour faire quelques petits tunings avec MySQL, enfin des trucs où je suis moins compétent et eux, ils sont plus compétents. Ça dépend vraiment de l'organisation. Et moi, la plupart du temps, dans mon projet, c'est inclus dans le projet, quoi. Donc, par exemple, sur Symfony, c'est un répertoire au niveau du répertoire route qui comporte tous les fichiers Ansible et tout le monde. L'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse les modifier et comme ça, tout le monde teste. Les devs testent pour voir si ça leur va, les ops aussi, et du coup, on voit rapidement ce qui se passe. Et donc, le truc important dans le fait que les devs aiment bien Ansible, c'est que nous, ça nous a permis de vraiment mettre la patte dedans, quoi. Des fois, si on se rend compte qu'il faut qu'on installe Node ou peut-être une certaine version, attendre à chaque fois que les ops nous fassent le playbook, ça peut être vachement long. Ou faire un petit tuning sur, je sais pas, un module PHP, pareil, ça peut être vachement long. Alors que si tu le fais directement, tu gagnes beaucoup de temps. Et le Silops a juste à vérifier qu'il n'y a pas de problème. Là c'est cool. Merci. Ouais, bonjour. Une question très rapide. Moi, je voulais simplement avoir ton retour d'expérience potentiel et avoir potentiellement des petits tips que tu aurais à nous donner sur la gestion de la couche data, et notamment dans les migrations, quand tu te bases sur Ansible. La couche data... Exemple, tu as une migration de schéma, tu as un certain nombre de serveurs web, il faut pouvoir gérer qu'ils passent tous en même temps ou pas. Est-ce que tu bloques la donnée? Est-ce que tu bloques la prod? Alors moi, j'ai pas eu beaucoup à faire ça, alors je vais pas pouvoir te répondre, mais l'idée, est-ce que tu as une question plus précise parce que là, je vais pas pouvoir trop te répondre, mais c'était quoi ton incertitude sur ça? C'est pas une incertitude, c'est que depuis ce matin, effectivement, on parle beaucoup de tout ce qui est provisioning, et on parle jamais de la partie donnée, qui pose souvent problème lorsque derrière, on va passer sur du DevOps. Tu passes souvent en prod, donc tu peux rencontrer à un moment un problème de, je sais pas, par exemple avec Symfony 2, mise à jour d'entité, ça marche plus forcément avec l'ancien schéma. Comment tu le gères? Ah, donc les déploiements d'une nouvelle version de ton application Symfony. Exactement. Alors, à titre personnel, je préfère continuer d'utiliser des outils dont j'ai confiance, comme Capistrano et puis Capifony pour Symfony, parce qu'ils ont été éprouvés, ils ont été vraiment conçus pour ça. Et en fait, il faudrait refaire tout un playbook pour le déploiement avec Ansible. C'est possible, il y en a qui sont en train de le faire. Il y en a qui sont quasiment parvenus. Mais ce que je trouve dommage, c'est que ça a été un peu de réinventer la roue pour pas grand-chose, puisque installer Capifony sur sa machine, c'est pas très long. Et surtout que c'est un outil qui est fait pour ça, quoi. Et voilà. Du coup, moi, à titre perso, je garde Capistrano. Merci.